Gilles, Ariel, merci pour votre invitation. Et donc, je vais donc tenter, en tenant les 15 minutes, de répondre à cette difficile question de savoir si la cardio-oncologie est effectivement un artefact ou une véritable spécialité avec des vraies spécificités. Dire que c'est une spécialité, c'est finalement dire qu'il y a un vrai impact entre une collaboration entre un cardiologue et un oncologue, autour évidemment de la prise en charge du soin, mais aussi décliner et de dire qu'il y a une formation spécifique pour les cardiologues avec des profils de recherche aussi spécifiques. Et voilà ce qui constituerait une véritable spécialité ou sous-spécialité de la cardiologie, si on était capable de montrer que le soin, au-delà de l'expérience et de l'expertise autour de la cardiotoxicité, si on pouvait aller au-delà de cette simple activité que nous avons actuellement, en montrant que la formation est spécifique et que la recherche aussi est spécifique dans ce domaine. Alors, le premier travail du cardio-oncologue, c'est finalement toute la gestion de la cardiotoxicité autour des chimiothérapies et de la radiothérapie. C'est ce qui est le plus connu, le plus établi. Je vais brièvement vous donner les quelques illustrations autour de ce thème-là pour vous montrer à la fois qu'il n'y a pas de recommandations jusqu'à très peu. Finalement, les recommandations de prise en charge, de dépistage, de stratégie de prise en charge sont relativement récentes dans ce domaine, alors que la cardiotoxicité est très ancienne et très établie. Et finalement, un patient qui va recevoir une chimiothérapie va être exposé peu ou prou à ces 4 grandes toxicités que sont l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, les thromboses artérielles et veineuses et la prolongation et l'allongement du QT. Certaines sont spécifiques des anthracyclines et des thérapies ciblées comme l'insuffisance cardiaque, et les 3 autres, l'hypertension artérielle, la thrombose veineuse artérielle, l'allongement du QT, sont des complications quasiment spécifiques de ces nouvelles thérapies dites ciblées. Je ne vais pas dévoiler la dernière présentation du professeur Malouf, mais voilà, ces thérapies dites ciblées finalement ne sont pas si ciblées que ça et ont des complications cardiovasculaires parce qu'elles ciblent des voies de signalisation communes au cancer et aux cellules vivantes et aux cellules myocardiques. Et donc, voilà une belle illustration du travail, de la collaboration entre un cardiologue et un oncologue. C'était d'abord d'établir les profils de toxicité de ces chimiothérapies en montrant que les anthracyclines étaient une toxicité dite de type 1, donc a priori non réversible, insensible au traitement et insensible à l'arrêt de la chimiothérapie. On ne retraite pas les patients ayant développé une dysfonction ventriculaire gauche sous anthracycline. Et puis les thérapies ciblées ont introduit la notion, le concept, pas tout à fait vrai en pratique à mon sens, mais d'une chimiothérapie pour laquelle la cardiotoxicité serait réversible, c'est-à-dire le patient développe une dysfonction ventriculaire gauche, l'arrêt de la chimiothérapie permet la récupération et on peut retraiter éventuellement le patient avec un traitement cardioprotecteur. Évidemment, en pratique, vous et nous savons que cette toxicité n'est pas toujours réversible et qu'on observe des cas d'irréversibilité. Mais la majeure partie de cette toxicité est considérée comme réversible et donc c'est un nouveau paradigme ou une nouvelle illustration de cette chimiothérapie de toxicité qui s'oppose à celle des anthracyclines. Et donc voilà un peu le modèle que l'on a actuellement de cette collaboration entre cardiologue et oncologue. Les anthracyclines sont responsables d'une toxicité de type 1, dose cumulée, liée à la libération de radicaux oxydatifs, se traduit par une nécrose myocitaire, ce qui en fait que la troponine est probablement un très bon marqueur. Elle se manifeste par une dysfonction ventriculaire gauche, comme la dysfonction myocardique, dont le principal représentant sont les thérapies ciblées, le trastuzumab. Cette toxicité n'est pas dose cumulée, elle est réversible à l'arrêt de la chimiothérapie, elle est sensible au traitement par IEC, et a priori, on peut reprendre une chimiothérapie chez ces patients qui auraient développé une dysfonction ventriculaire gauche sous thérapie ciblée. 2 informations intéressantes dans ce diagramme que vous connaissez parfaitement, c'est qu'à partir de 450 mg par mètre carré chez les patients qui reçoivent des anthracyclines, il y a un risque de dysfonction ventriculaire gauche insupportable pour les patients, qui est de quasiment 8% selon des événements symptomatiques. Mais l'autre information importante à mon sens, c'est alors que les doses d'anthracycline actuellement administrées sont en deçà de 300 mg par mètre carré, c'est de savoir si le cardiologue est capable de dépister, de prédire et de prévenir un taux d'événements symptomatiques de moins de 2%, alors que l'essentiel des événements sont essentiellement asymptomatiques, puisque quasiment 30% des sujets qui vont recevoir des anthracyclines à la dose de 240 mg par mètre carré vont développer une dysfonction ventriculaire gauche. Et lorsque l'on regarde les pratiques avant l'institution des unités de cardio-oncologie aux États-Unis, vous voyez que les patients qui sont symptomatiques après administration d'anthracycline vont voir le cardiologue, vont recevoir un traitement cardioprotecteur par bêta-bloquant et par IEC, et que les patients ou les patientes qui ont une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique, il n'y a pas de recours au cardiologue chez ces patients-là, il n'y a pas de recours au bêta-bloquant et aux IEC. Donc voilà tout le champ d'application d'un cardio-oncologue dans la prise en charge et la prévention de cette dysfonction ventriculaire gauche. Parce que l'autre information importante, c'est qu'une intervention précoce, après le diagnostic de la dysfonction ventriculaire gauche, là aussi 2 informations intéressantes, ce sont des patients qui développent une dysfonction ventriculaire gauche après anthracycline, et en fonction de la durée d'instauration des IEC, dans les 6 mois qui suivent la dysfonction ventriculaire gauche, vous n'observez jamais de réversibilité, et si vous êtes capable d'introduire un inhibiteur de l'enzyme de conversion avant les 6 mois après le diagnostic de la dysfonction ventriculaire gauche, et mieux dans les 2 premiers mois après le diagnostic de la dysfonction ventriculaire gauche, vous observez un certain degré de réversibilité. Donc si l'on met bout à bout ces 2 informations-là, c'est qu'il y a vraiment un recours peu fréquent à la consultation de cardiologie chez les patients asymptomatiques avec dysfonction ventriculaire gauche, et qu'une intervention précoce
permettrait d'interférer avec cette histoire naturelle. Voilà la première étape ou la première phase d'une unité de cardio-oncologie qui serait la prévention et la prédiction de la dysfonction ventriculaire gauche. Le deuxième point, c'est que ces patients, tous ces patients ont des facteurs de risque cardiovasculaire qui vont venir aggraver ou venir s'accumuler avec la toxicité cardiaque de la chimiothérapie. Vous voyez que dans ce modèle épidémiologique qui a été proposé par une équipe américaine, qui regarde dans un registre le taux de dysfonction ventriculaire gauche au moment de la chimiothérapie et à distance de la chimiothérapie, ils bâtissent un score de risque, avec toutes les imprécisions d'un score de risque, mais qui vous montre qu'effectivement, avoir reçu une chimiothérapie par anthracycline majore le risque de dysfonction ventriculaire gauche, on le savait, mais que la combinaison ou l'ajout de facteurs de risque cardiovasculaire, et vous voyez que c'est finalement l'âge, la maladie coronaire, la fibrillation atriale, le diabète, l'hypertension, donc des facteurs de risque cardiovasculaire. Lorsque vous cumulez le risque lié à la chimiothérapie et les facteurs de risque cardiovasculaire, vous majorez le risque de dysfonction ventriculaire gauche. Ça vous est illustré ici. Plus vous avez de facteurs de risque associés à la chimiothérapie, plus à 3 ans, vous avez un taux d'insuffisance cardiaque cumulé important. Donc il y a vraiment une synergie entre les facteurs de risque et la chimiothérapie. On pourrait quasiment considérer que la chimiothérapie pourrait être un nouveau facteur de risque cardiovasculaire. Alors est-ce qu'il y a une place pour la collaboration cardio-oncologue? On pourrait se retourner vers l'oncologue et lui dire finalement face à un sujet à risque avec une chimiothérapie à risque, il n'y a qu'à modifier la chimiothérapie, mais évidemment, vu le bénéfice des thérapies ciblées d'anthracycline, cette proposition est inaudible et c'est tout le début finalement de la recherche de dépistage de la dysfonction ventriculaire gauche. Je vous résume brièvement toutes ces stratégies par le dosage de la troponine qui a été utilisé chez des patients qui recevaient des anthracyclines, et cette équipe italienne a montré qu'il y avait un lien entre l'élévation de la troponine et la dysfonction ventriculaire gauche à terme qui survient ici dans 30% des cas. Et cette même équipe, 2 ans après, a randomisé ces patients avec élévation de la troponine entre une intervention médicamenteuse par un principe actif, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, ou un placebo. Et il montre qu'il y a une réduction des événements cardiovasculaires dans la population qui a une élévation de la troponine, donc à risque de développer une dysfonction ventriculaire gauche et recevant des IEC, et qu'il n'y a pas de remodelage péjoratif chez ces mêmes patients ayant une élévation de la troponine et recevant un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Donc voilà finalement une histoire simple qui est partie du diagnostic de la dysfonction ventriculaire gauche, du dépistage de patients à risque avec une intervention médicamenteuse. Alors qu'en est-il des recommandations? Lorsque vous regardez les recommandations de l'ESC publiées en 2012, il y a quelques lignes sur les patients atteints de cancer pour vous dire que finalement, recevoir une chimiothérapie expose les patients à un risque de dysfonction ventriculaire gauche et qu'il faut être prudent chez ces patients-là, surtout lorsqu'ils ont reçu une radiothérapie. Bref, il n'y a pas de proposition ni de stratégie de dépistage précoce, ni d'intervention précoce. Et on vivait un petit peu avec ce modèle qui est issu d'études scintigraphiques chez des patients. Vous voyez qu'en gros, il faut doser la fraction d'éjection du ventricule gauche avant l'administration des anthracyclines, surveiller vos patients, intensifier la surveillance en fonction de la présence de facteurs de risque cardiovasculaire, mais vous voyez toutes les limites. C'est juste un arrêt de la chimiothérapie en cas de cardiotoxicité, pas de place pour un dépistage précoce, pas de place pour une intervention précoce. Il a fallu donc attendre 2014 pour qu'un rapprochement entre cardiologues, oncologues américains et européens propose une stratégie de dépistage. Elle est certes imparfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et vous voyez que c'est une combinaison de la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche, de la troponine, donc un biomarqueur, et du strain longitudinal global qui va permettre d'avancer un tout petit peu dans la stratégie de dépistage précoce de ces patients. Certains auteurs vont beaucoup plus loin et proposent non pas de dépister, mais de traiter de manière systématique les patients qui développeraient une dysfonction ventriculaire gauche sous anthracycline. Et c'est là aussi un travail collaboratif anglais entre cardiologues et oncologues qui finalement propose de n'arrêter la chimiothérapie par trastuzumab que chez les patients symptomatiques ou chez les patients développant une dysfonction ventriculaire gauche, quels que soient les symptômes. Dans toutes les autres situations, ils proposent de poursuivre la chimiothérapie par trastuzumab en association avec les IEC. Donc voilà un changement complet de la prise en charge. On passe des anthracyclines où on arrête la chimiothérapie au trastuzumab où on propose une stratégie de poursuite de la chimiothérapie, y compris lorsqu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, sous couvert d'un traitement par IEC. La deuxième partie de la collaboration entre un cardiologue et un oncologue, ça pourrait être la radiothérapie. Et vous savez que la radiothérapie va se compliquer, on le verra tout à l'heure, de constriction péricardique, d'atteinte valvulaire, myocardique, de troubles conductifs et de troubles de sténose coronaire, ça ne tourne pas. Voilà cette plaque qui vous résume à partir d'un registre de près de 1300 patients qui ont été irradiés et qui ont été suivis pendant 15 ans, l'incidence des complications cardiovasculaires sur l'ensemble des tuniques, la maladie coronaire, les troubles du rythme, les anomalies valvulaires et l'ensemble des diagnostics. Vous voyez qu'il y a deux informations, c'est qu'à mesure que vous vous éloignez de l'irradiation, l'incidence de ces complications augmente, quelle que soit la localisation, avec des taux qui sont relativement importants lorsque vous poursuivez la surveillance de ces patients. Et donc c'est le deuxième message de la cardio-oncologie, c'est finalement gérer la cardiotoxicité au moment où elle se produit, mais continuer à suivre vos patients pour dépister leur survenue.
Et vous voyez que les interventions thérapeutiques en regard de ces complications sont là aussi importantes, que ce soit les pontages, l'angioplastie, les réparations valvulaires et les interventions sur le péricarde. Et il a fallu attendre finalement 2013 de nouveau pour qu'un travail collaboratif montre l'intérêt d'une collaboration entre cardiologues et oncologues. Alors, je ne vais pas vous les résumer. Elle se limite finalement pour l'instant à une stratégie de dépistage des sujets avec un rythme de surveillance qu'il faut appliquer et des techniques qui sont essentiellement l'échographie cardiaque pour dépister ces complications. Là, par contre, pas de stratégie de prévention ou de modulation de la prise en charge oncologique en fonction du niveau de risque du patient et du risque de survenue de la complication. Deuxième grand type de complications, ce sont les complications liées aux thérapies ciblées. C'est l'hypertension artérielle. C'est une autre illustration de la toxicité de ces chimiothérapies, de la collaboration éventuelle entre le cardiologue et l'oncologue. Vous voyez que l'incidence de l'hypertension artérielle chez les patients recevant une thérapie ciblée va varier en gros entre 20 et 50%. Et que là aussi, la stratégie a été complètement modifiée par ce dialogue entre cardiologue et oncologue. Il ne s'agit pas de contre-indiquer les patients qui ont une hypertension artérielle, mais il s'agit bien de moduler la posologie de la chimiothérapie pour contrôler l'hypertension artérielle et éventuellement introduire un traitement lorsque l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée par la modulation de dose. Il y a des spécificités pour la prise en charge antihypertensive de ces patients-là. On contre-indique en général le verapamil et le diltiazem. Alors le cardiologue pourrait dire que ce sont de très mauvais antihypertenseurs et l'oncologue est plutôt préoccupé par le fait que ce sont des inhibiteurs puissants du cytochrome et qu'ils vont aboutir à une majoration des concentrations circulantes de la chimiothérapie et majorer paradoxalement l'hypertension artérielle. Et puis le cardiologue peut aussi aider finalement à décrire des toxicités émergentes. Comme vous l'a dit Mathieu, les patients dans les phases 3 des essais d'oncologie, tous les patients avec une instabilité cardiaque, avec un événement cardiovasculaire sont exclus. Et donc l'essentiel de la connaissance de la toxicité cardiaque est issu du post-marketing finalement. Et je vais essayer de vous les illustrer avec deux complications qui n'étaient pas décrites initialement dans la phase 3, l'hypertension artérielle pulmonaire et les artériopathies oblitérantes accélérées sous thérapie ciblée. C'est une équipe française qui a décrit en 2012 une dizaine de cas d'hypertension pulmonaire liés à la prescription de dasatinib, qui est une thérapie ciblée prescrite en hématologie. Ils ont clairement montré qu'il y avait une majoration de ces hypertensions pulmonaires. Et contrairement à ce que je vous ai dit précédemment, ces hypertensions pulmonaires sont peu ou pas régressives malgré l'arrêt de la chimiothérapie. Donc un des rares cas de toxicité cardiaque liée aux thérapies ciblées qui ne soit pas réversible. Et ça aboutit à une recommandation de la NSM en 2011 proposant une échographie cardiaque systématiquement chez les patients qui développent des symptômes. Encore une fois, ça peut paraître trivial à ce stade, mais ce n'était pas fait avant la description de ce travail de l'équipe de Bicêtre. Le deuxième type de complications qui ont été décrites en post-marketing et après la mise sur le marché de ces molécules, c'est avec le linotinib, avec des phénomènes d'ischémie aiguë du membre inférieur accéléré, dans quasiment 2% des patients qui recevaient cette thérapie ciblée en hématologie. Et voilà une autre illustration de la collaboration potentielle entre un cardiologue et une équipe d'oncologie. C'est de vous montrer que la prescription de la thérapie ciblée, peu importe leur nom, l'imatinib ou l'inotinib ici, va être modulée en fonction de caractéristiques de la néoplasie, ici une leucémie myéloïde chronique, et du risque cardiovasculaire de votre patient. Et donc finalement, vous pourriez prescrire telle ou telle thérapie ciblée, à la fois en fonction des caractéristiques oncologiques de la tumeur, mais aussi du risque cardiovasculaire. Donc voilà une illustration de la combinaison de ces deux stratégies. Et puis ce qui est probablement assez intéressant, ce que vous a illustré Mathieu, c'est la cardio-oncologie en dehors de la gestion de la cardiotoxicité. Et j'essaie de vous l'illustrer juste avec la maladie coronaire pour vous montrer qu'à partir de ce registre de patients qui avaient une angioplastie programmée, donc des patients en dehors de la phase instable, que le cancer soit récent, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ou que l'on prenne tous les patients atteints de cancer, les patients guéris ou les patients récents, il n'y a pas d'altération du pronostic, donc de mortalité cardiovasculaire ou de critères combinés, mortalité cardiovasculaire, infarctus ou revascularisation, chez les patients atteints de cancer, que le cancer soit récent ou que le cancer soit vu à distance de la prise en charge oncologique. Par contre, dans ce registre-là, hollandais, publié en 2013, de patients qui sont admis pour un infarctus du myocarde avec sus-décalage et traités par angioplastie, donc un groupe relativement homogène, on montre que dans ce groupe de patients, le fait d'avoir un cancer récent est associé à une surmortalité cardiovasculaire, que ce soit à court terme ou à long terme. Donc voilà peut-être là aussi un pan important de la prise en charge cardio-oncologique, c'est finalement d'essayer d'identifier une population à plus risque pour les prendre en charge de telle ou telle manière. Avant-dernier point, c'est la recherche. J'ai essayé de vous illustrer ici, c'est lorsque vous rentrez le terme cardio-oncologie dans PubMed, vous voyez que les publications vont croissantes, ça s'est quasiment multiplié par 3 en quasiment 4 années, donc c'est un champ assez dense, dynamique, essentiellement, il faut le reconnaître, autour de la cardiotoxicité et pas à l'extérieur de la cardiotoxicité.
Est-ce qu'il y a un journal qui parle de cardio-oncologie? Oui, c'est tout à fait récent, c'est publié en septembre 2015, donc le journal de cardio-oncologie a publié son premier numéro. Et puis enfin, est-ce qu'il y a une formation spécifique pour les cardio-oncologues? Eh bien, c'est apparu en 2013 dans le corps curriculum de l'ESC. Vous avez quelques lignes sur ce que serait la formation idéale d'un cardio-oncologue avec des choses que je viens de vous décrire, la gestion de la cardiotoxicité, connaître les complications de la radiothérapie, de la chimiothérapie, mais aussi connaître et favoriser le dialogue avec les oncologues pour mieux connaître le pronostic des maladies oncologiques. Ce sera ma dernière diapositive pour essayer de vous montrer ce que pourrait être la cardio-oncologie en 2016. C'est tiré d'un papier de Barak. Pour vous montrer que la cardio-oncologie, évidemment, c'est la gestion de la cardiotoxicité, mais c'est aussi la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire à distance de la prise en charge oncologique. C'est aussi la gestion de registres épidémiques pour bien décrire le risque cardiovasculaire, mais cette fois-ci en dehors de la cardiotoxicité. Dans la fibrillation atriale, aucune donnée. Est-ce que l'on peut prescrire un ACO? Aucune donnée. Ces patients ont été exclus de ces essais. Donc les informations ne viendront que de registres, probablement. Et puis c'est aussi favoriser la recherche pour faire des propositions de recommandations. Voilà, je vous remercie. Super. Est-ce qu'il y a des questions pour Stéphane? Oui, Philippe? Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura un DU Je crois qu'honnêtement, il n'y a pas assez de toutes les propositions de DU, je crois, qui ont été faites et pas acceptées, se focalisent sur la cardiotoxicité et en n'étant jamais le propos à l'oncologie en dehors de la cardiotoxicité, la maladie veineuse thromboembolique, la gestion de l'insuffisance cardiaque. Donc oui, je pense qu'il y a la place pour un DU, mais si on sort de la cardiotoxicité comme seul champ d'application de la cardio-oncologie. Si ça reste confiné à ça, ça tient globalement en une journée et il n'y a pas de quoi faire un DU, il y a juste à faire des propositions de recommandations et ça ne tient pas, à mon avis, dans un DU. Donc oui, un DU, mais quelque chose de beaucoup plus ambitieux que ça, impliquant les oncologues, impliquant les cardiologues, la gestion de la maladie thromboembolique, le chirurgien, bref, tout le champ de la cardiologie appliqué aux patients atteints de cancer. Mais pour la cardiotoxicité, justement, deux petites questions. Un, il faudrait commencer les IEC avant la chimiothérapie ou on attend d'avoir un peu de dysfonction VG pour faire? Et deuxièmement, est-ce que les sartans, ça fait aussi bien? Alors, il y a finalement deux stratégies. C'est vraiment les deux stratégies qui s'opposent. Est-ce qu'il faut identifier une population à risque par un biomarqueur ou par un marqueur échocardiographique? Il y a des études en cours là aux États-Unis sur la randomisation des patients qui développent une altération du strain et qui seraient randomisés entre IEC et placebo. Pareil avec la troponine et pareil avec le BNP. Donc voilà un type de stratégie. Puis il y a les stratégies que l'on souhaite proposer ou encourager qui serait une prescription large d'un traitement cardioprotecteur. Alors, on a une étude toute récente, l'étude Prada, qui est publiée il y a 15 jours dans l'Européen, qui montrerait, elle est un peu difficile à dire, que les ARA2 seraient bénéfiques par rapport aux bêta-bloquants, par rapport au placebo, dans une population très particulière de patientes sans facteur de risque qui reçoivent essentiellement des anthracyclines. Donc voilà une stratégie, non pas de stratification, mais de prescription très très large. Et puis, les IEC, là aussi, ont montré dans des petites cohortes leurs bénéfices en hématologie. Gabriel Malouf, ça vous dit quoi nos histoires là, de cardiologue à vous, l'oncologue? Moi je trouve que c'est une problématique qui est quasiment très importante et j'ai l'impression que c'est toujours géré de façon très artisanale. C'est-à-dire que tel oncologue connaît tel médecin qui va faire l'échographie ou l'IRM ou la troponine et puis on demande de plus en plus d'examens et la majorité des choses qu'on connaît un peu sur ce domaine, c'est un peu les thérapies ciblées, peut-être parce qu'on voit les patients de façon très régulière, on les voit tous les 15 jours, c'est des médicaments qui coûtent très cher, il y a quand même l'industrie qui est présente. Mais quelque chose qui m'inquiète beaucoup, par exemple, c'est l'hormonothérapie dans le cancer de la prostate, qui est quand même une des premières causes de cancer chez l'homme. Et les études récentes qui sont sorties ont clairement démontré qu'il y a le risque de décès quand même par hormonothérapie la première année est supérieur par rapport à la population générale. C'est des patients qu'on ne connaît pas. Et surtout chez quand vous donnez un traitement par thérapie ciblée, vous suivez le patient, vous faites l'écho, vous pouvez détecter des choses, mais il y a des patients qui meurent chez eux. Et parce que juste ils ont une hormonothérapie une fois tous les 3 mois. Et on ne sait pas si tout patient qui a un cancer de la prostate qui a de l'hormonothérapie, il faut voir un cardiologue avant. Des choses que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Pour l'hormonothérapie, c'est clair jusqu'à une publication toute récente, il y a une dizaine de jours, qui montre très clairement que
non seulement l'introduction, et dans l'année qui suit l'introduction d'hormonothérapie, il y a une majoration des événements cardiovasculaires, et surtout dans une population à risque, les patients qui ont notamment plus de 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Donc là, il y a un petit progrès dans l'appréciation de ce risque-là, c'est effectivement quand les patients n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire, en tout cas identifiés par des choses très très simples, il n'y a, semble-t-il, pas de surmortalité très importante. Mais dès qu'il y a un ou deux facteurs de risque cardiovasculaire, ou plus encore un événement cardiovasculaire dans l'année qui précède l'introduction de l'hormonothérapie, il y a effectivement un surrisque. Pour autant, on ne connaît pas la stratégie de prévention et de prise en charge de tels patients. On a juste des données de registre qui décrivent les patients à risque. Après, l'intervention thérapeutique est extrêmement difficile à faire pour le moment. Et après, là, c'est l'illustration, quel bénéfice on attend de l'hormonothérapie versus quel risque va-t-on courir chez un patient qui a un cancer de la prostate. Donc ça peut être que le fruit d'une discussion organisée. Il faudrait peut-être une RCP finalement où un cardiologue un peu expert viendrait discuter avec vous du niveau de risque cardiovasculaire, comme ça a été fait par exemple en hématologie. Je trouve que c'est des stratégies très intéressantes où l'hématologue se tourne vers le cardiologue autour du linotinib pour avoir un niveau de risque et une proposition thérapeutique et une nuance dans la proposition, non pas cardiologique mais oncologique. Franck Bocara, question. Oui, Stéphane, peut-être aussi une question pour répondre. Quelle est la place du scanner coronaire dans la radiothérapie du cancer du sein à gauche? Vous avez vu un PHRC qui essayait d'étudier cette question pour essayer de diminuer l'irradiation coronaire, justement. Alors, en termes d'épargne cardiaque, je ne pourrais pas vous répondre complètement. Il y a beaucoup de stratégies qui seraient de faire une apnée pendant l'irradiation ou de faire des modélisations à partir effectivement du scanner pour localiser le champ d'irradiation à une telle ou telle zone. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, en tout cas, il y a une majoration. Alors, lorsqu'on utilise la scintigraphie, par exemple, il y a beaucoup plus d'ischémie antérieure, notamment chez des patients qui ont été irradiés à gauche. Lorsqu'on utilise le scanner coronaire, il y a beaucoup plus de lésions coronaires. Là aussi, plutôt distales que proximales dans le cancer du sein. C'était l'équipe de Marie Lalonde qui avait très bien montré ça. Et lorsque l'on fait des échographies d'obutamine, là aussi, on documente beaucoup plus d'ischémie myocardique. Après, le lien entre scanner et prévention, je sais qu'il y a des reconstructions tridimensionnelles à partir du scanner pour tenter d'épargner effectivement la pointe du cœur ou le massif cardiaque. Gilles ? Juste pour aller plus loin sur la radiothérapie, il y a la notion qu'avec les nouveaux protocoles d'irradiation actuels, le problème des coronaropathies ou des cardiopathies post-radiques est vraiment très marginal et qu'on avait ce problème plus avec les irradiations plus anciennes, on va dire les années 70, 80. Est-ce que c'est une réalité ou c'est probablement le cas pour l'agression initiale, on va dire, puisque les protocoles d'irradiation sont beaucoup plus restreints maintenant, et donc l'agression initiale est moins importante, et donc on s'attend à ce qu'il y ait moins d'événements autour de l'irradiation. Par contre, ce qui n'est pas encore vérifié, c'est qu'à terme, finalement, au bout de 5, 10 ou 15 ans, quelqu'un qui a été irradié va développer une athérosclérose un peu plus accélérée. Et donc tout ça, ça dépend des caractéristiques initiales de la patiente. Évidemment, la dose en grès libéré, le site d'irradiation, mais aussi l'âge, et éventuellement une chimiothérapie associée. Et donc c'est extrêmement difficile de dire que pour l'instant, les nouveaux protocoles d'irradiation aboutissent à une moindre toxicité cardiaque à terme. Probablement à court terme, oui, mais à terme, on ne sait pas parce qu'il y a l'âge, l'interaction avec la chimiothérapie éventuelle.